c'est facile. Un petit peu de retard pour les débuts. Le 6 juin, si je me souviens bien. 6 mai. 6 mai, je veux dire. Le 6 mai. De long à Nanterre. Dans différents lieux, mais je croyais que... L'idée vient de Bernard Stéphane des éditions de l'Atelier, discutant avec Edwy Plenel, et l'idée c'est d'utiliser le site Mediapart pour lancer un appel vers des gens qui ont vécu mai, ou qu'ils l'aient vécu spatialement, mais je dirais ou qu'ils l'aient vécu politiquement, pas simplement pour recueillir des témoignages d'activistes ou de militants diplômés ou chevronnés, mais toutes les expériences de mai sur le spectre le plus large possible. Donc, se mettent en place à ce moment-là, j'allais dire, deux équipes. Une équipe du côté de l'atelier avec Bernard Stéphane, Charlotte Gour et Julia Luciani qui sont ici, et le trio d'universitaires qu'on a évoqué. Une des choses qu'on voit massivement dans les témoignages, c'est ce bonheur de faire du nous, ce bonheur d'exister collectivement, de se dédier à des choses plus grandes que soi, et pas du tout une exaltation de l'individualisme. Et puis, je pense que la panoplie ne serait pas complète si j'ajoutais pas, mais ça c'est venu plus tard, moi je le lirais plutôt aux années 90, bon, dans cette panoplie des explications sur mai, l'abject personnage du 60 plus tard, naturellement ils ont tous réussi, ils sont tous devenus les plus médiocres professeurs d'université, mais beaucoup ont été rédacteurs en chef, cubards, écrivains décorés, qui sait, ministres. Au fond, ils ont jeté par-dessus bord toutes leurs croyances pour jouer les coudes, et y compris à un âge canonique, qui sont toujours aussi sentencieux, faisant la leçon aux jeunes générations désormais sur l'inutilité ou la vanité de se révolter. Bon, je n'érigerai pas un pilori et je ne donnerai pas de nom, vous pouvez peupler par vous-même les exemples ne manquent pas. Alors, qu'il y ait des trajectoires comme ça, bien sûr, mais est-ce qu'on peut décrire une génération uniquement en mettant la focale sur le haut? Je ne suis pas sûr que ce soit de très bonnes méthodes. Donc, on ne voulait rien faire, au sens où on n'avait pas un projet à thèse, où on savait à l'avance qu'est-ce que c'était la bonne parole à imprimer, mais on voulait très clairement échapper à tous ces travers-là. Et de toute façon, c'est vrai que c'était dans l'esprit initial du projet de ratisser large et pas se focaliser sur les gens qui auraient été sur les barricades nécessairement. Et sur les livres des psychanalystes, vous avez rien Alors, donc, on a reçu à peu près 300 témoignages, comme il disait, des photos, des extraits de correspondance, je ne sais même plus du coup, parce que ça a changé après, mais rupture biographique, effet biographique de long terme, ceci, cela. Bon voilà, entre les appellations de chacun, on a harmonisé, mais voilà, une cohérence s'est dégagée et on a trouvé une trame narrative qui a été consensuelle d'entrée. Si ce n'est on a changé les formulations pour réfléchir aux plus percutantes, mais l'organisation, elle a été consensuelle d'entrée. Et donc, elle est la suivante. Notre intervention, elle est concentrée sur une introduction, bien sûr sur le choix des témoignages, de leur coupe, de leur titre, et dans la plupart du temps, les titres sont issus des témoignages eux-mêmes. Dans le choix des citations mises en exergue, ou celles retenues quand le témoignage est limité à une citation, et il y a des chapeaux introductifs pour chaque partie. Et alors les parties sont les suivantes. Avant mai, pour expliquer un peu le contexte et les luttes précédentes. Soulèvement dans le monde étudiant et lycéen. Grève générale et occupation. Rencontres improbables. Révolutions intérieures. Rappel à l'ordre. Ça, c'est pour les parties thématiques. Et en plus, on a choisi d'apporter des regards. Donc, il y a 4 regards qui s'interposent à hauteur d'enfant, entre 7 et 12 ans, donc il n'était pas au lycée dans les cales, mais des témoignages forts.
Donc il y a ce chapitre qui montre comment ça peut être vécu à hauteur d'enfant. Et le deuxième regard, c'est vu de loin. On a des témoignages intéressants, par exemple, des gens dans le Cher qui imaginent Paris à feu et à sang. C'était intéressant de faire ce décentrement. Une autre partie, où va-t-on? Alors, on aurait pu l'appeler Fabrice à Waterloo, parce qu'on a eu au moins 5 témoignages qui faisaient référence à Fabrice à Waterloo. Donc, c'est dans Stendhal, voilà, quelqu'un qui ne comprend pas bien ce qui se passe. Et du coup, ça nous dit, voilà, alors, en jargon, on aurait appelé ça incertitude interprétative, mais en langage commun, on a traduit ça par où va-t-on. On a tous ces doutes sur des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe et où on va. Est-ce qu'on va vers la guerre civile? Est-ce qu'on va vers la révolution? Voilà, et on sent cette... alors pour certains c'est exaltant, pour certains c'est très angoissant. Et dernier regard, ce n'était qu'un début, 3 petits points, où on a voulu montrer que beaucoup de nos témoins sont loin d'être dans les regrets et la renégation, mais au contraire, d'ailleurs je vais finir par le témoignage qui termine, on a choisi de terminer par ce témoignage. Je vous lirai juste le dernier paragraphe. Voilà. Mais je donnerai sans hésiter. Pardon. Donc il est anonyme pour le coup, enfin Catherine, 20 ans, étudiante. Mais je donnerai sans hésiter toutes les marques de ce qu'on appelle actuellement le bonheur, toutes les courses dans les FNAC informatiques, tous les séjours à la neige dans les stations surpeuplées, toutes les belles voitures climatisées, pour revivre ne serait-ce qu'une heure de ce moment-là et savoir qu'il peut exister à nouveau. Par exemple, on a des témoignages de femmes vraiment formidables, y compris de femmes au foyer. J'ai oublié de dire, lors de la collecte, on a fait des rappels pour pointer certains manques qu'on voyait au fur et à mesure, donc, par exemple, femmes au foyer, et du coup on en a eu 2-3, dont une qui est dans les faubourgs de Toulouse et qui décide de se rapprocher des foyers de contestation. Elle est femme de patron, et elle dit que grâce à 68, après elle va reprendre ses études. On a une témoin anonyme qui avait dû accoucher sous X 3 ans auparavant, parce qu'elle était fille-mère, étudiante aux Beaux-Arts, et qu'elle n'avait pas de sécu en tant qu'étudiante aux Beaux-Arts, et qu'avec 68, elle récupère sa fille de 3 ans. Vous voyez, il y a des choses très fortes, et on a tous les registres des affects. Alors, c'est pas pour tomber dans le pathos, mais je crois que ça donne des clés de lecture historiographiques, mais aussi sociologiques. On a plein de choses sur les rapports sociaux, des étudiantes issues de milieux populaires qui disent qu'elles mettaient tout leur argent dans le maquillage et les vêtements pour essayer de faire la réconciliation entre leur milieu d'origine et leur milieu culturel d'arrivée. Et c'est à chaque fois des personnes qui racontent une histoire, leur histoire, mais pourtant elle est toujours contextualisée, sans jamais être totalement universalisée. Et je trouvais très bien, et c'était un joli aussi pied de nez à ce qu'on fait aussi de l'histoire de mai 68, un petit peu trop réifiée ou essentialisée. Et je trouvais que ça lui donnait beaucoup de corps et de force. Alors justement, ça m'a questionné sur aussi mon propre rapport avec cet événement de mai 68, puisque je suis donc jeune doctorant, mais aussi engagé politiquement, militant. Et ça m'a questionné finalement sur l'usage mémoriel qui est fait encore aujourd'hui de mai 68 et de la force qu'il peut avoir dans les organisations politiques, notamment au sein du Parti communiste français, où notamment mai 68, je pense, reproduit encore toute une sorte de lutte aussi qui pouvait exister déjà à l'époque, mais qui se reproduit encore, j'ai l'impression, aujourd'hui, où finalement 68 n'est pas au cœur des formations, des discussions entre militants, entre camarades, comme peuvent l'être par exemple 1789, 1917, la Commune de Paris, le Front Populaire, le Conseil national de la Résistance. Et c'est vrai que dans mon parcours aussi et dans ma trajectoire de politisation politique, mai 68 n'a pas été finalement un cadre suffisamment fort en tout cas pour être un référent à la lutte politique. Mais donc ça a été aussi une sorte de première rencontre forte avec mai 68. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'était la place des émotions dans ces mouvements politiques et dans ces moments de crise politique.
un moment, enfin tous les témoignages reviennent sur cette idée de fraternité, de joie, de solidarité pour briser les barrières de l'ordre établi, notamment un prêtre ouvrier qui va parler de moment de joie intense, une étudiante qui va dire qu'elle se sent pousser des ailes à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on peut parler, je pense, comme on pourrait faire référence à Bernard Pudal, mais de souffle de mai 68 aussi, qui en miroir questionne l'actualité. Une actualité difficile évidemment de ne pas parler de la mobilisation d'hier du 22 et un bras de fer qui s'annonce difficile, mais qui est toujours, j'ai l'impression, en tout cas moi en tant que personne qui a lutté aussi, de n'avoir vécu que des mouvements sociaux qui sont résultés finalement par des échecs politiques, et pour la défense de conquêtes sociales. Et là c'est vrai que mai 68, une victoire quand même, je pense, politique, mais qui en plus a été à l'offensive dans des propositions de nouvel horizon politique, chose que j'ai l'impression en tout cas dans la lutte actuelle, ce qui peut manquer un petit peu. Et enfin, j'ai l'impression que cet ouvrage en tout cas m'a permis de rompre aussi avec un discours dominant qui fait passer à l'heure actuelle le syndicaliste, le cheminot et le gréviste comme des gauchistes, des privilégiés ou des preneurs d'otages. Et je pense que ça montrait aussi la face brillante des grèves et des mobilisations ouvrières, qui est à la fois solidaire et fraternelle, et qui en plus respectait l'outil de travail, parce que dans plusieurs témoignages, il y a cette idée de respect de l'outil du travail pour permettre la reprise correcte en tout cas du travail. Je trouvais que c'était un très beau, magnifique pied de nez aussi par rapport au contexte actuel politique. D'abord, et on n'a pas parlé, ça m'étonne un peu, l'intérêt pédagogique que peut avoir ce livre. C'est-à-dire qu'on a quand même ici une variété de points de vue, une teneur des témoignages qui est très importante et très diverse, avec des témoignages introspectifs, descriptifs, on rentre dans l'intime, etc., etc. Et une multiplicité des sources. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les témoignages écrits, mais il y a aussi des extraits de journaux intimes, des extraits de courriers reçus par les étudiants, notamment les parents qui écrivent à leurs enfants, qui s'inquiètent, etc. Donc, c'est un vrai outil pédagogique pour tous les enseignants du secondaire et du supérieur que nous sommes, et qui peut permettre de montrer comment, en fonction de là où on se trouve, un même événement n'est pas perçu du tout, et de qui on est bien sûr, n'est pas perçu du tout de la même manière. Et je suis certain que ici les chargés de TD ou de CM qui sont là utiliseront à bon escient ce livre, qui est donc finalement un manuel, c'est-à-dire qu'on peut manipuler, et pour refaire l'enquête avec leurs étudiants.